Et alors là, ça va être un joli exercice de style, puisque vous avez au total 10 minutes tous les trois. Ça fait à peu près 3 minutes 30 chacun. Qui commence? Vivien Guéant. Allons-y. Bon. Alors, un peu d'attention. je vais faire une petite restitution donc sur l'atelier, sur les RGESN. On a vu les éléments importants qu'il fallait mettre en marche pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Et on a retenu surtout 4 points essentiels. Le premier point, c'est la durée de vie. Allonger la durée de vie des terminaux pour avoir moins de ressources, avoir moins de fabrication de nouveaux terminaux, parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui est très important dans l'empreinte environnementale du numérique, c'est la construction des équipements. Le deuxième point, c'était la captation de l'attention, donc essayer de diminuer ces éléments qui incitent les utilisateurs à rester de plus en plus longtemps sur les équipements, à les utiliser plus et en acheter plus. Et troisième point, diminuer les ressources matérielles mobilisées ainsi qu'énergétiques mobilisées sur tout le cycle de vie des équipements. Et le quatrième point, c'était plus de transparence sur les pratiques environnementales des sociétés qui ont des services numériques. Voilà, et donc c'est à peu près tout. Je te passe la parole. J'avais un micro. Merci Vivien. Oui, nous on a travaillé. C'est un atelier qui concerne la question du pilotage et la gouvernance des activités numériques. En réalité, c'était le lancement d'un atelier et le lancement de ce que Nicolas appelle une task force, c'est-à-dire essayer de regarder si on peut se mettre ensemble pour réfléchir au sujet déjà. Donc on a posé quelques bases. La première question, c'est de savoir comment est-ce qu'on gère dans les entités, dans le numérique, comment est-ce qu'on gère la question de la qualité, la question de la sécurité, la question de l'environnement, la question de l'inclusion et de l'accessibilité, la question des données personnelles. Toutes ces exigences s'appliquent à beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entités. Dans tout le domaine dans toute l'industrie, en fait, ce sont des sujets au moins QSE, qualité, sécurité, environnement, qui sont déjà pilotés. Mais il y a un angle mort sur l'inclusion, l'accessibilité et les données personnelles. Et inversement, on voit un décalage absolument énorme entre le niveau de maîtrise des activités et le niveau d'exigence de qualité dans, d'une part, les industries, je dirais, classiques de production de biens, télécom, industrie automobile, aéronautique, et l'industrie du numérique dans lequel on sent que y a des exigences un peu moins fortes. Donc voilà, on a posé un certain nombre de bases. On a eu le retour des gens de l'AFNIC qui ont déjà un système de management sur toutes ces questions avec sécurité, qualité, données personnelles, qui a des gens dédiés. Ce qu'on voit, c'est que quand même, ce n'est pas encore un métier en place et on a posé plus un certain nombre de questions sur ce sujet, c'est-à-dire comment faire émerger ça dans nos domaines dans le numérique, c'est-à-dire une prise en compte de ces risques et de ces sujets majeurs qui sont encore pris en compte un peu de manière, comment dirais-je, un peu en mode, on va dire pudiquement en mode agile. Voilà. Donc on va voir un peu, on va laisser retomber un peu et voir ce que donne cet atelier. Je ne sais pas si j'ai été trop long, ça va, voilà. À vous. Non, c'était parfait. Merci, bonjour à tous. Alors j'ai assisté à 2 ateliers et ces 2 ateliers ont été très denses avec beaucoup d'informations. Je vais tenter de restituer ça de manière assez courte, mais j'espère y arriver. Alors l'atelier sur la cyber-résilience, celui de ce matin, a exploré les défis posés par les conditions géographiques, politiques et techniques sur l'accès à Internet dans divers territoires tels que le Pakistan, la Russie ou encore les Caraïbes. La cyber-résilience est définie comme la capacité d'un système d'information à résister aux cyberattaques et aux pannes accidentelles, puis à revenir à un état de fonctionnement et de sécurité satisfaisant. Au-delà de la dimension infrastructure, la cyber-résilience englobe les aspects liés aux performances, à la sécurité et à la disposition du marché. La question de la résilience présente plusieurs enjeux. Des enjeux de pouvoir, comme en Russie, où l'État prend le contrôle sur le réseau et peut mettre en place un système de censure en forçant les fournisseurs d'accès à bloquer certains contenus, avec la possibilité de couper Internet de façon régionale dès qu'il y a des protestations un peu trop vives de la population. On parle ici d'autoritarisme numérique. Il y a également des enjeux géographiques,
où toujours en Russie, certaines régions sont mieux servies en connectivité tandis que d'autres seront soumises à une poignée de fournisseurs, ou encore au Pakistan, les problèmes d'inondation, de séisme peuvent rendre compliqué le déploiement et l'entretien d'un système de fibres sur le territoire. Et aux Caraïbes, les infrastructures sont posées à même le fond marin, ce qui le rend vulnérable aux accidents de navigation sur leur territoire et peuvent détruire occasionnellement les infrastructures nécessaires au déploiement de l'Internet. Il y a également des enjeux politiques posés par la résilience, comme au Pakistan par exemple. Les problèmes géographiques mentionnés poussent le pays à trouver des solutions d'interconnectivité auprès de ses voisins, mais les tensions politiques avec ceux-ci, comme l'Inde par exemple, limitent les possibles coopérations et interconnectivités. Et enfin, des enjeux techniques, comme dans les Caraïbes, où le coût de l'infrastructure et la rareté des compétences locales peut ralentir l'installation et la réparation du système du réseau, l'immobilisant pendant parfois de très longs moments. D'un autre côté, en Europe, les enjeux sont différents, orientés vers l'optimisation de la résilience. Les points d'échange Internet sont un équipement qui permet une plus grande résilience en mutualisant les infrastructures, faisant gagner du temps de transport et des économies de frais. Donc des propositions ont été abordées lors de l'atelier, comme le relais qui pourrait prendre l'accès Internet via satellite, comme Starlink par exemple, au niveau de certaines zones du monde. Mais toutefois, il ressort de l'atelier que ce système est interdit dans de nombreux territoires du monde, par exemple par manque de contrôle des États sur les informations qui transitent, et le débit reste très faible avec ce système et engendre également de la pollution spatiale. Donc je vais maintenant passer au deuxième atelier. Quelle place pour les citoyens dans la gouvernance de l'IA? Qui, quoi, quand et comment? Donc l'atelier a abordé les processus d'implication des citoyens sur les questions d'intelligence artificielle et l'importance de cette inclusion. Le thème central était la gouvernance de l'IA, c'est-à-dire ce qui concerne les processus, les règles, les normes qui régissent le déploiement des règles de l'IA et les acteurs qui prennent part à ces processus. L'atelier rappelle que la consultation citoyenne est une pièce dans le grand puzzle de la gouvernance de l'IA, dans un contexte où, pour le moment, le citoyen n'a pas voix au débat. Et justement, pour donner voix aux citoyens, les associations présentes aujourd'hui ont exposé plusieurs démarches. L'association Interconnectée propose des concertations territoriales sur l'intelligence artificielle et sur la manière dont le numérique peut être mis au service des politiques publiques. Cela répond à un souhait des élus de prendre du recul, d'avoir un temps d'étude pour comprendre la place de l'IA dans la vie publique et son impact. En effet, faire parler les acteurs des territoires, les citoyens, les entreprises, les associations, permet de faire remonter les questionnements de chacun et en tirer des propositions publiques et politiques. L'association Mission Publique propose un dialogue mondial sur l'intelligence artificielle. Ce dialogue rassemble une coalition d'acteurs variés à travers le monde, organise des échanges entre eux pour dégager des idées et un suivi de long terme dans l'idée de créer à terme une plateforme qui déclencherait des initiatives citoyennes dans chaque État. Ils ont par exemple été à l'initiative d'un panel sur l'IA en Belgique qui a permis de dégager des visions citoyennes riches et diverses sur l'impact de l'intelligence artificielle, individuelle et politique. L'OCDE, organisation internationale présente dans cet atelier, a émis en 2019 des recommandations sur les principes sur le déploiement de l'IA dans les pays membres qui a pu inspirer de nombreux pays tels que le Canada, la Corée ou l'Autriche pour mieux inclure la vision citoyenne. Enfin, les enjeux dégagés lors de cet atelier sont le suivi et ce sur quoi ces consultations débouchent. Si les politiques publiques ne tiennent pas compte de la voix citoyenne, les citoyens peuvent se sentir trahis, ce qui renforce la méfiance entre eux et les politiques publiques et font finalement reculer le débat. Enfin, un autre enjeu est d'engager au maximum les parties prenantes et avoir une représentation large des citoyens mondiaux. Et pour finir, un dernier enjeu est d'inclure toutes les populations dans le monde et notamment donner voix aux travailleurs discrets de l'IA venant des pays défavorisés, ce qui permet de rappeler que l'IA touche tout le monde, même ceux qui n'ont pas un accès direct à l'usage de ces outils. Pour conclure, malgré les défis techniques, inclure les citoyens dans la gouvernance de l'IA présente un grand nombre d'opportunités sur le plan démocratique, social et politique. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci à tous les trois.
Lara Paulin, Vivien Guéant et Elise Lohim, merci encore à tous les trois et bravo pour cet exercice de style, on est pile dans les temps, donc c'est parfait. J'allais oublier les arts d'à côté, Sébastien Bachelet, je suis désolé, je suis allé un peu trop vite. Et Claire-Mélanie Popinot, la restitution pour les arts d'à côté. Bonjour à toutes et tous. Je vous ai sûrement déjà croisé. Je suis censurée. Voilà, je vous ai déjà sûrement croisé à la mezzanine et vous ai harcelé pour vous faire participer aux arts d'à côté. Donc ça fait 3 ans maintenant que, en parallèle ou en complément du FGI, on a une initiative ISOC France et Clermont avec Sébastien Bachelet pour proposer une réflexion alternative sur le numérique et Internet, soit à travers la fresque que vous avez pu voir qui est d'expression libre et que certains ont commenté plus ou moins hors sujet, mais c'est le jeu, hein, expression libre, on reçoit ce qu'on laisse la possibilité de faire. Et puis également, à travers cette année, un petit jeu très orienté intelligence artificielle, puisqu'il s'agissait à travers 5 textes produits par l'intelligence artificielle de retrouver le prompt qui avait conduit à la production de ces textes. Donc un certain nombre de personnes se sont prises au jeu et on a pu constater ensemble que les résultats n'étaient pas forcément si fameux que ça. Alors est-ce que c'était le prompt qui n'était pas fameux ou est-ce que c'était finalement l'intelligence artificielle qui rencontrait certaines limites? La question est posée. En tout cas, ces initiatives parallèles nous permettent d'une autre manière de réfléchir à ce qu'est Internet et le numérique pour vous et je remercie tous ceux qui ont participé. Vous avez toujours l'occasion de participer à la fresque. Nous la faisons chaque année. Donc c'est une trace, une sorte de mémoire de votre pensée sur l'Internet à un moment M, si j'ose dire. Et je laisse Sébastien compléter par quelques éléments sur les tableaux que vous pouvez voir autour de vous. Oui, merci Claire-Mélanie. Ça restera ouvert là-haut, donc participer, c'est utile. Et puis, troisième élément, je dirais, dans les arts d'à côté, on a l'opportunité d'avoir des tableaux faits par une peintre nivernaise et qui nous les prête régulièrement maintenant et on a le plus grand, le drap qui est sur mon côté gauche et votre côté droit qui est accroché là-haut et a servi de fond de scène à une journée intelligence artificielle à Varzy l'année dernière et un certain nombre d'autres tableaux autour de la salle. Si vous avez des idées sur quelles activités on pourrait organiser lors d'autres manifestations et le prochain FGI autour des arts d'à côté, venez nous le dire. Je suis sûr que Claire-Mélanie et moi-même serons très heureux d'avoir vos idées et de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut les mettre en œuvre. Encore une fois, merci de votre participation et de votre attention. Claire-Mélanie, merci. Merci Sébastien. Et merci à tous les deux. Et je demande à Gabriel Bran-Lopez de Fusion Jeunesse maintenant de venir me rejoindre sur scène pour la restitution du hackathon qui a eu lieu ce matin et l'idéathon sur l'IA qui s'est terminé il y a quelques minutes et c'était intense. Intense, voilà. Oui, intense, intense c'est le vrai mot. Bonjour à toutes et à tous. Et Marcus également. Oui, bien sûr. Donc, nous, on a eu une magnifique journée parce qu'on avait des jeunes du Grand Est qui étaient avec nous. Allez, on les applaudit. Ouais. Et des jeunes franciliens qui sont venus. Donc, merci à tous les étudiants. Il faut les applaudir. En effet, on a eu 2 gros moments. Le hackathon, l'idéathon, mené par l'équipe et Marcus. Et le hackathon était axé sur l'IA et la santé. Et je vais céder la parole à Bruntaban, qui a créé Santel, une magnifique solution qui a été aujourd'hui challengée. Mais sans plus tarder, Bruntaban. Bonjour à tous. Donc actuellement en France, il y a environ 2000 personnes qui perdent leur vie parce que les urgences sont mal traitées, sont mal filtrées. Donc la solution serait justement de venir en soutien à ces personnels, à ces soignants, grâce à Santel, donc une application mobile qui est équipée donc d'une intelligence artificielle, qui est capable donc d'interpréter la gravité de la situation à travers quelques questions et de tout simplement filtrer la catégorie, l'urgence, afin de créer ensuite un ticket auprès des centres d'urgence, donc notamment les pompiers avec le logiciel Nexis. Il y aurait une connexion qui se fait donc entre le patient et directement les services de secours. Donc grâce à l'activité, il y a beaucoup de jeunes, une dizaine d'équipes qui ont participé. Toutes les idées ont été très très bonnes, très très excellentes même. Ça a même permis d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le projet.
Et il y a même une classe, donc une classe de Master 2 qui aura la chance du coup de pouvoir travailler sur le projet sur un hackathon donc de 4-5 jours d'une semaine pour designer et travailler sur l'interface graphique et l'interface UX UI. Bravo. Et Marcus, on a eu l'idéaton, donc je te laisse parler d'idéaton. Exact. Chez Fusion Jeunesse, le but, c'est de faire de l'expérientiel. Donc, le but, autant de l'hackathon que l'idéaton, c'était vraiment de mettre en relation les gens de divers milieux pour les faire discuter puis de leur montrer que l'IA, c'est à la fois accessible, mais c'est aussi beaucoup une question d'éthique. Donc, de faire réfléchir sur les enjeux, de voir les différentes solutions. Puis, j'aime beaucoup dire souvent qu'à Fusion Jeunesse, le but, c'est pas le produit final, mais c'est plus l'expérience puis ce qu'on développe au cours de la journée. Donc, on a invité 2 personnes, 2 élèves qui ont participé à l'activité de parler de leur expérience, justement. Donc, je vous invite à vous présenter ce que vous êtes comme personne et aux études et 30 secondes, 45 secondes sur votre expérience. Bonjour, je m'appelle Thomas Marin, je suis actuellement en SNO au lycée Isabelle Vianney à Épinal. On a passé la journée avec monsieur Bruntaban. Et on a pu partager nos idées avec Benjamin et d'autres personnes pour pouvoir aider monsieur Bruntaman. Et voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc moi c'est Tom Robert, je suis actuellement étudiant du coup ici en Master UX UI Design. Si je dois parler de mon expérience, je dirais que c'était surtout intéressant côté humain. Justement, on a pu discuter avec plein de gens, que ce soit de la tech, que ce soit même des professeurs dans des lycées professionnels, que des gens dans le design ou dans le développement en particulier. L'idée, c'est qu'on a pu challenger toutes ces visions-là et acquérir beaucoup de différentes visions et pouvoir apporter de différents points, que ce soit sur le côté culturel, sur le côté ethnique, sur tous les enjeux qu'il peut y avoir sur l'IA. Et surtout, on a pu développer des idées ensemble et élaborer toutes nos visions là-dessus. Donc, c'était une bonne ouverture d'esprit pour nous et on est content de pouvoir retravailler dessus bientôt, j'imagine. Les highlights pour moi c'était le côté idéation. J'ai bien aimé la liberté qu'on a eue sur des thèmes justement auxquels on n'est pas souvent confronté, que ce soit justement nous on a eu sur l'éducation des personnes âgées avec des IA sonores. C'était des produits où on n'a pas l'habitude de travailler sur ça et d'avoir ce challenge là-dessus, c'était vraiment intéressant. De sauver des gens. Bah, moi, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter, quoique les idées ont été vraiment incroyables sur le projet. Donc, un grand merci encore pour la participation, plein d'idées, malgré les différentes domaines d'où venaient les personnes. Donc, non, franchement, une belle expérience. Donc, merci pour l'invitation, merci de donner cette tribune à la jeunesse et merci à l'équipe de Fusion Jeunesse pour cette contribution. Marcus a atterri hier du Québec pour nous aider dans l'animation. Donc oui, on applaudit tout le monde. Et encore une fois, on est là pour la suite, pour donner la voix aux jeunes. Merci beaucoup, merci Marcus, merci Gabriel, merci aux étudiants qui sont venus avec Fusion Jeunesse et aussi aux étudiants du campus Fonderie de l'Image.